On pense souvent que l'air comprimé, une fois qu'on a payé l'installation, bon, c'est quasiment gratuit, quoi. Eh ben, pas du tout. En réalité, c'est une des formes d'énergie les plus chères en milieu industriel. Aujourd'hui, on va creuser un peu cette question des coûts cachés et surtout des potentiels d'économie dans les systèmes d'air comprimé. On s'appuie pour ça sur des analyses techniques assez pointues. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre où part toute cette énergie et comment on pourrait l'utiliser de façon plus intelligente. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important que l'air comprimé, on le trouve partout, dans l'automobile, l'agroalimentaire, le pharma. C'est vraiment essentiel pour beaucoup de process. Mais le gros problème, c'est son rendement énergétique. Il est très très faible. Souvent, on est en dessous de 10%. C'est-à-dire que moins de 10% de l'électricité consommée au départ sert vraiment à quelque chose d'utile à la fin. C'est fou ça. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui m'a marqué dans les documents. Sur 5 ans, l'énergie, ça peut représenter 75% du coût total d'un compresseur. Ah oui, c'est énorme. Plus que l'achat et la maintenance réunis. En gros, chaque année, le compresseur peut vous coûter plus cher en électricité que son propre prix d'achat. C'est dingue. Exactement. Et un des premiers points où on perd de l'argent et de l'énergie, c'est la pression. Souvent, elle est trop élevée. Beaucoup d'usines règlent la pression, disons, un peu au pifomètre ou avec une marge de sécurité trop grande. Or, chaque barre de pression en trop, c'est entre 6 et 7% de consommation d'énergie en plus pour les compresseurs. Ah oui, 6-7% par barre, c'est pas négligeable. Non, et ce n'est pas tout. Ce bar en trop, il augmente aussi le débit des fuites. Et pas qu'un peu, de 12 à 14%. La double peine, quoi. C'est ça. Donc la question clé, c'est est-ce que la pression qu'on utilise, c'est vraiment le minimum nécessaire pour l'application la plus exigeante? Faut aller voir au point d'utilisation. D'accord. Et ça nous amène directement aux fuites, le fameux gruyère énergétique, comme disent certains. Les sources donnent un exemple frappant. Un petit trou, juste 2 millimètres. Oui. À 7 barres de pression, ça peut faire perdre environ 2000 € par an, juste en énergie gaspillée. C'est exactement ça. Et quand on sait que les fuites représentent couramment 20 à 30%, parfois même plus, de tout l'air qui est produit, on imagine le gaspillage total. C'est comme laisser une fontaine d'énergie ouverte en permanence. C'est une bonne image. Et ces fuites, elles sont partout. Les raccords, les flexibles, les outils eux-mêmes. Mais et c'est la bonne nouvelle, on peut agir. Il existe des méthodes, comme la détection par ultrasons, qui permettent de les localiser très précisément. Et les réparations sont souvent très vite rentabilisées. C'est pas une fatalité, quoi. Ok, donc pression sous contrôle, chasse aux fuites, quoi d'autre? Ah oui, le traitement de l'air. On doit souvent le sécher, le filtrer. Ça consomme aussi, j'imagine? Ah oui, et ça peut consommer beaucoup. Le traitement est nécessaire pour protéger les équipements, éviter la corrosion, la contamination des produits, etc. Le plus courant, c'est le sécheur frigorifique. Il refroidit l'air pour condenser l'eau, il est assez économe, environ 3% de l'énergie du compresseur, et il donne un point de rosée à plus 3 degrés C. C'est suffisant pour beaucoup d'usages. Et s'il faut un air plus sec? Alors là, on passe aux sécheurs par adsorption. Ils utilisent un produit qui absorbe l'humidité. C'est très efficace, on peut descendre bien en dessous de 0 degré. Mais attention, surtout les modèles dits sans chaleur, qui utilisent une partie de l'air comprimé déjà produit pour se régénérer. Ils peuvent consommer 15 voire 20% de cet air. C'est considérable. Ah oui, quand même. 20% juste pour sécher l'air. Oui. Et puis il faut aussi gérer les condensats, ce mélange d'eau, d'huile, du compresseur, de poussière. On ne peut pas les rejeter comme ça dans la nature, la loi est stricte là-dessus. Faut les traiter pour séparer l'huile, souvent avec un seuil de rejet très bas, genre moins de 20 mg par litre. D'accord. Pression, fuite, traitement, ça fait pas mal de choses à surveiller. Concrètement, pour optimiser tout ça, on commence par où? Souvent on part des choses assez simples en fait. Déjà, l'air aspiré par le compresseur. Plus il est frais et propre, mieux c'est. On dit que chaque 3 degrés C de moins à l'aspiration, c'est environ 1% d'énergie économisée. Donc, évitez d'aspirer de l'air chaud près d'une machine par exemple. Logique. Ensuite, adapter la production à la demande. Un compresseur qui tourne à vide, ça consomme quand même pas mal d'énergie pour rien. Donc, utiliser des variateurs de vitesse, c'est une bonne piste. Ou alors, si on a plusieurs compresseurs, utiliser une gestion centralisée intelligente, comme le système SAM 4.0 mentionné dans une des sources, qui va démarrer, arrêter, moduler les machines au plus juste. Et le réseau de distribution en lui-même, les tuyaux, tout ça? Ah oui, le réseau, c'est fondamental. Une bonne conception peut faire des miracles. Par exemple, boucler le réseau principal, faire une boucle au lieu d'une simple ligne, ça peut diviser les pertes de charge par 4. Par 4, c'est énorme. Oui,
Il faut aussi bien dimensionner les tuyaux, éviter les coudes trop serrés, donner une petite pente pour que les condensats s'évacuent bien vers les purgeurs, et bien sûr la maintenance. La maintenance régulière. Essentiel. Changer les filtres quand ils sont sales. Un filtre colmaté, ça crée une perte de charge, donc le compresseur force plus. Vérifier les purgeurs de condensats, entretenir les sécheurs. Chaque petit geste compte. Et au bout de la chaîne, les outils qui utilisent l'air. Oui, choisir des équipements moins gourmands si possible. Et surtout, installer des régulateurs de pression juste avant l'utilisation, pour donner à chaque outil ou machine la pression dont il a vraiment besoin, et pas la pression maximale du réseau. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le potentiel global d'économie. Les diagnostics énergétiques spécialisés, que ce soit une ADA comme chez Kaiser ou un audit selon une norme comme la BPX 30-120 en France, ils montrent souvent des gisements énormes. Et les différentes sources s'accordent sur un potentiel moyen d'économie d'environ 30%. 30% en moyenne. C'est considérable. Ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus. Ah oui, clairement. Et des démarches comme la certification ISO 50001 pour le management de l'énergie, ça aide à structurer tout ça et à maintenir les économies dans le temps. Bon, pour résumer un peu tout ça, Chap, si on veut s'attaquer à la facture d'air comprimé, il faut se rappeler que l'énergie, c'est le gros morceau du coût. Priorité numéro 1, maîtriser la pression, l'ajuster au plus juste. Priorité numéro 2, traquer et réparer les fuites sans relâche. Ensuite, bien choisir son traitement d'air, soigner la conception et la maintenance du réseau. C'est une excellente synthèse. Et peut-être pour finir, une petite réflexion. Les sources nous disent que le kilowattheure pneumatique, celui qu'on utilise au bout du tuyau, il coûte 10 à 20 fois plus cher que le kilowattheure électrique qu'on a acheté au départ. Ça amène une question assez fondamentale. Est-ce qu'on ne devrait pas systématiquement se demander pour chaque usage de l'air comprimé, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Est-ce qu'une alternative, peut-être de l'électrique direct pour certaines choses, ne serait pas plus économique à long terme? Ou, plus simplement, prendre conscience à quel point optimiser ce fluide, l'air comprimé, c'est devenu un enjeu stratégique, quoi.